Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité, le RGPD pourrait bien connaître sa plus grande évolution depuis 2018. Avec l'essor fulgurant de l'IA, les régulateurs européens envisagent d'adapter le cadre actuel pour mieux encadrer l'usage des données personnelles. Un projet encore en discussion mais qui pourrait profondément modifier la manière dont les entreprises collectent, exploitent et sécurisent leurs données. Dans cet épisode, on va voir ce que prévoit cette proposition de loi, ce qu'elle impliquerait pour les équipes marketing et comment s'y préparer si la réforme venait à se confirmer. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on s'intéressera à un leak qui dévoile les éléments clés sur le fonctionnement de Google Discover. Un levier souvent sous-estimé par les marketeurs mais qui peut pourtant décupler votre trafic organique du jour au lendemain. On poursuivra avec les dernières informations en matière de GIO, avec une étude qui décrypte les signaux déclenchant les AI Overviews de Google, ainsi qu'une prise de position forte de Google encore sur l'importance des relations de presse dans le référencement des contenus par les IA génératives. Et on terminera avec une petite révolution du côté de Meta, l'attribution incrémentale qui pourrait bien transformer votre manière d'évaluer la performance de vos campagnes publicitaires. Sans oublier le chiffre de la semaine, seulement 9% des Français font encore confiance au tout premier résultat affiché en ligne, un signal fort du changement en profondeur des parcours utilisateurs. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Juste avant d'attaquer notre actualité à la une, j'aimerais prendre une petite minute pour vous parler de quelque chose d'important. La semaine dernière, on a publié notre tout premier épisode de Focus, notre nouvelle série de podcasts, et on doit vous dire merci. Vous avez été très nombreux à l'écouter, à le partager, et vos retours ont vraiment été précieux. On a lancé ce format pour prendre un peu plus de recul sur les grandes tendances du moment, et clairement, vous avez confirmé qu'il y avait une vraie attente pour ce type de décryptage plus approfondi. Ça nous motive encore plus à en produire d'autres, à aller plus loin dans l'analyse, et à vous aider à prendre les meilleures décisions marketing dans un paysage qui bouge très très vite. Alors, continuez, partagez l'épisode autour de vous, mettez une note, pensez à vous abonner, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et surtout, dites-nous en commentaire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans le prochain Focus. Le premier traitant de l'évolution des stratégies SEO à l'heure de l'IA générative. Maintenant, c'est à vous de choisir la suite. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité principale de la semaine et pour commencer, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir en ce moment. Le RGPD pourrait bien être sur le point de bouger. Oui, pour la première fois depuis 2018, l'Europe envisage d'en revisiter certaines règles afin de les adapter à l'ère de l'IA générative. Et même si rien n'a encore voté, l'idée d'un RGPD version 2 est suffisamment importante pour qu'on prenne un moment pour comprendre ce que cela implique, surtout pour les équipes marketing qui vivent avec ces règles au quotidien. Mais avant d'explorer ce qui pourrait changer, un petit rappel s'impose. Le RGPD, entré en vigueur en 2018, avait un objectif clair, redonner aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles. Côté marketing, ça a été un vrai avant-après. Obligation du consentement, fin du tout cookie, documentation des traitements, limite sur les publicités personnalisées et un risque financier majeur en cas de non-conformité. Mais le plus important, c'est le changement culturel. Collecter moins, collecter mieux et être capable d'expliquer chaque utilisation de la donnée. Et aujourd'hui, tout ce cadre pourrait évoluer parce que l'explosion de l'IA générative a mis en lumière des zones grises que le RGPD, dans sa version actuelle, ne couvre pas totalement. Alors concrètement, qu'est-ce que cette réforme pourrait changer ? Eh bien, plusieurs points clés commencent à se dessiner et certains font déjà beaucoup réagir. La première idée, c'est de considérer l'entraînement des IA comme un intérêt légitime. Dit autrement, les entreprises pourraient utiliser les données personnelles pour entraîner leur modèle sans demander le consentement préalable tant que c'est présenté comme nécessaire à l'innovation. Aujourd'hui, cet usage est très encadré. Demain, il pourrait devenir beaucoup plus simple et surtout
beaucoup plus large. Texte, images, vidéos, voix, tout ce qui circule en ligne pourrait potentiellement être utilisé pour entraîner des IA européennes. Pour les pros du marketing, ça ouvrirait des possibilités, des modèles plus performants, des outils internes plus puissants et moins de contraintes juridiques pour monter des projets IA. Mais évidemment, ça pose aussi des questions de vie privée. La deuxième idée de cette réforme, c'est que ce changement est nécessaire pour faciliter le développement de l'IA européenne. L'objectif de Bruxelles est clair, arrêter de laisser tout le terrain aux États-Unis et à la Chine. Pour ça, il faut donner aux entreprises européennes un cadre plus souple qui leur permette d'entraîner leur modèle plus facilement, plus vite et avec plus de données. La réforme va donc dans ce sens, réduire certains obstacles pour favoriser l'innovation locale. Mais cela suscite des inquiétudes fortes du côté des défenseurs de données. Des voix comme celle de Max Schrems alertent. Si on commence à autoriser l'entraînement des IA sans consentement, même au nom de l'intérêt légitime, alors on risque de faire sauter l'un des piliers du RGPD. Et la question qui se pose est simple. Jusqu'où peut-on aller pour soutenir l'innovation sans sacrifier la protection des utilisateurs? Alors, pour les marketeurs, qu'est-ce que cela signifie? Si cette réforme avance, elle pourrait simplifier l'usage des données dans les workflows IA, accélérer le développement des modèles internes, rendre certaines automatisations plus intelligentes et réduire la charge juridique autour des projets data-driven. Bref, ce serait un cadre plus permissif qui peut clairement faciliter l'innovation, mais avec en toile de fond un enjeu essentiel, maintenir la confiance des utilisateurs dans un environnement où les règles deviennent plus souples. On suivra évidemment ce dossier de près dans les prochains mois, car s'il aboutit, il pourrait redéfinir une nouvelle fois la manière dont les marketeurs collectent et exploitent les données. On enchaîne avec un sujet qui va particulièrement parler aux équipes SEO. Un expert s'est plongé dans les leaks Google qui ont circulé ces derniers mois et ce qu'il en a tiré confirme quelque chose d'important. Google Discover est bien une opportunité de trafic énorme et encore trop sous-estimée par les marketeurs. Pour rappel, Discover, ce n'est pas un moteur de recherche, c'est un flux de recommandations personnalisées que vous retrouvez sur mobile, dans l'application Google ou sur la page d'accueil Chrome. Un espace longtemps dominé par les médias, alors qu'en réalité, il peut propulser n'importe quel article de blog, analyse ou guide métier à des niveaux de visibilité impressionnants. On parle parfois de trafic multiplié par 5, 10, voire 20 en quelques heures. Une opportunité gigantesque qui attise forcément les convoitises. Et c'est pour ça que cet expert a tenté d'identifier, grâce aux leaks de Google, les signaux qui augmentent réellement vos chances d'être mis en avant dans Google Discover. Voici ce qui en ressort. D'abord, Discover cherche avant tout du contenu qui capte l'attention dès les premières secondes. Le trio titre, image, accroche joue un rôle énorme. Un visuel fort, propre, lumineux, au bon format et un titre qui donne vraiment envie de cliquer, ce sont des signaux majeurs pour Google. Dans certains cas, changer uniquement l'image peut doubler, voire tripler le taux de clic dans Discover. Ensuite, l'algorithme valorise énormément l'intérêt et le comportement utilisateur. Si votre article retient l'attention, si les lecteurs scrollent, passent du temps ou interagissent via les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de chances d'être poussé dans cette mise en avant. Autre point intéressant, Discover valorise les contenus qui correspondent à des affinités personnelles. Google croise énormément de signaux issus de la navigation, de YouTube, de Chrome. Un contenu peut littéralement exploser s'il colle à une thématique que l'utilisateur suit ou consomme régulièrement. Et d'ailleurs, YouTube joue un rôle clé dans ce système. Les leaks montrent que Discover s'appuie massivement sur les signaux engagés côté vidéo. Donc si vous produisez du contenu hybride avec un article qui s'appuie sur une vidéo, une analyse qui intègre un tutoriel YouTube, vous augmentez clairement vos chances d'être repéré par l'algorithme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Discover ne pousse pas uniquement les actualités chaudes, il peut très bien mettre en avant des contenus evergreen, utiles, pédagogiques, tant qu'ils apportent de la valeur et qui génèrent de la satisfaction auprès des lecteurs. L'idée, c'est vraiment, est-ce que ce contenu va plaire à cette personne maintenant? Et puis, il y a les signaux externes. Un article partagé sur LinkedIn, relayé en newsletter ou qui commence à faire parler de lui peut gagner en crédibilité aux yeux de Discover. C'est une forme de pré-engagement qui rassure Google avant de pousser le contenu à plus large échelle. Évidemment, cela ne fonctionne pas si la page est trop promotionnelle, si le contenu est trop marketing. Discover préfère les contenus éditoriaux, les guides, les analyses et les contenus utiles. Un article qui sonne marketing a beaucoup moins de chances de ressortir.
Au final, Discover reste imprévisible, mais une chose est claire, plus votre contenu est engageant, visuel, utile et lié à un intérêt utilisateur précis, plus vous augmentez vos chances d'être propulsé dans le flux. Et dans un contexte où le search classique devient plus concurrentiel, plus saturé et de plus en plus impacté par l'IA, Discover pourrait bien devenir un levier stratégique pour renforcer sa visibilité organique sans dépendre uniquement d'un ranking Google. Si Google Discover est aussi intéressant aujourd'hui, c'est parce que le trafic organique est clairement menacé par la montée en puissance de l'IA. Comme on l'expliquait dans notre premier épisode de Focus, le trafic retenu par les IA reste pour l'instant assez limité. Mais s'il y a bien un risque identifié par l'ensemble des produits SEO, c'est celui de la généralisation des AI Overviews. Ces encadrés générés par Google qui donnent la réponse directement dans la page, sans renvoyer de trafic vers les sites sources. Et c'est là que l'inquiétude se joue. Si Google répond lui-même, quelle place reste-t-il aux créateurs de contenu, qu'ils soient des médias ou une entreprise? C'est pour ça qu'une nouvelle étude publiée cette semaine a attiré notre attention. Elle s'est penchée sur une question essentielle. Qu'est-ce qui déclenche réellement l'affichage d'un AI Overview? Parce que comprendre ce mécanisme, c'est comprendre où le trafic risque de disparaître et où il peut encore être préservé. Le premier enseignement, c'est que les AI Overviews apparaissent surtout sur des requêtes informationnelles, des questions, des explications, des comment faire. Dès qu'on touche au transactionnel, achat, comparaison, intention commerciale, Google se montre beaucoup plus prudent. Le deuxième enseignement, c'est que l'IA s'appuie surtout sur des contenus clairs, fiables et bien structurés. Plus les pages du top 3 sont faciles à interpréter, cohérentes entre elles et de confiance, plus l'IA a de matière pour générer un encadré. À l'inverse, dès que les sources sont contradictoires, sensibles ou trop grisées, Google a tendance à désactiver l'AI Overview pour éviter les hallucinations. Le troisième point intéressant de cette étude, c'est que les AI Overviews ne s'affichent pas de manière aussi massive qu'on pourrait le craindre. Ils semblent intervenir sur des cas très précis, mais quand ils sont là, ils captent une part importante de l'attention et donc du trafic. En résumé, ce que montre cette étude, c'est que les AI Overviews ne s'affichent pas au hasard. Ils apparaissent surtout quand Google estime qu'il peut fournir une réponse fiable, synthétique et sans ambiguïté. Et même si leur présence n'est pas encore massive, ils captent une telle part de l'attention que chaque apparition devient un véritable enjeu pour le trafic. Pour les marketeurs, ça veut dire une chose très simple. Le SEO n'est pas en train de disparaître, mais il change de nature. Il ne s'agit plus seulement de bien se positionner dans les résultats, il faut surtout comprendre sur quelle requête l'IA intervient, comment adapter sa stratégie pour continuer à exister quand un AI Overview s'affiche. En clair, la priorité, ce n'est pas de plaire à l'IA, mais de cibler les sujets où votre contenu a encore une vraie chance d'être consulté et d'éviter, à l'inverse, ceux où l'IA prend systématiquement la main. Et si on cherche à comprendre comment l'IA capte ou redirige le trafic, il faut aussi regarder comment elle choisit ses sources. Et sur ce point, Google a confirmé cette semaine que les relations presse digitales pouvaient peser de plus en plus lourd dans la visibilité des contenus générés par l'IA. Ce que Google explique en filigrane, c'est que les moteurs génératifs, qu'il s'agisse des AI Overviews ou d'autres IA génératives, ont besoin de s'appuyer sur des sources perçues comme fiables, crédibles et bien établies. Et dans cet écosystème, les médias reconnus et les sites d'information jouent un rôle particulier. Ils servent de point d'ancrage, de repères éditoriaux pour éviter que l'IA ne s'appuie sur des contenus trop faibles ou peu vérifiés. L'objectif, c'est d'halluciner au minimum. Autrement dit, lorsqu'un article, une étude ou une prise de position est relayée par un média crédible, cela envoie 3 signaux très forts au moteur IA. La source est sérieuse, le contenu a été jugé digne d'intérêt par un tiers de confiance et il peut être utilisé, réutilisé et cité dans un environnement génératif sans trop de risques. Ce n'est pas une logique de PageRank classique, c'est une logique d'autorité informationnelle. L'IA cherche des points d'appui solides pour répondre, synthétiser ou contextualiser une information. Alors pour les équipes marketing, cela change beaucoup de choses parce que la visibilité ne dépend plus seulement de ce que vous publiez sur votre site, mais aussi de la manière dont ce contenu vit en dehors de votre site. À travers les articles de presse, les citations, les interviews, les tribunes, les analyses
l'analyse partagée ou encore les opérations de co-marketing, tout ce qui contribue à créer une trace éditoriale dans des environnements fiables renforce la probabilité que l'IA vous considère comme une source pertinente. En clair, les relations presse digitales deviennent un levier essentiel du GIO, l'optimisation pour les moteurs génératifs, pas pour manipuler l'algorithme, mais pour construire une autorité réelle, vérifiable et facilement identifiable par les systèmes IA. On sort donc d'un SEO basé uniquement sur l'optimisation technique, on entre dans un SEO élargi où la réputation éditoriale, la fiabilité perçue et la présence dans des environnements crédibles deviennent des atouts stratégiques pour exister dans les réponses générées par l'IA. Pour terminer cette veille du marketing digital, on va revenir sur un débat central en marketing digital, comment attribuer correctement une conversion. Autrement dit, quelle campagne, quel canal ou quel message a réellement déclenché une vente, une inscription ou une prise de contact. C'est ce qu'on appelle l'attribution des conversions. Et depuis des années, c'est l'un des sujets les plus complexes du métier. Chaque plateforme revendique son rôle, chaque modèle donne une version différente et on se retrouve souvent avec des résultats impossible à réconcilier. On en parlait justement dans l'épisode 7 de ce podcast, avec la disparition progressive des cookies, des blocages de tracking et le post-iOS 14, les chiffres de ROI sont devenus de moins en moins fiables. On mesure de moins en moins précisément d'où viennent réellement les conversions, une partie importante de la performance vue dans les plateformes est en réalité floue, voire surestimé. Et c'est exactement dans ce contexte que Meta pousse aujourd'hui un changement important, la généralisation de l'attribution incrémentale. Alors petit rappel sur pourquoi l'attribution pose autant de problèmes. Pendant longtemps, on s'appuyait sur des modèles d'attribution très imparfaits. Le plus connu, le last click, qui donne 100% du mérite au dernier point d'interaction. C'est simple à lire, mais complètement déconnecté du vrai parcours client. Il sous-estime le haut du funnel, ignore l'effet des impressions et survalorise des clics parfois accidentels. Ensuite, sont arrivés les modèles multi-touch, censés donner une vision plus équilibrée, plus sophistiquée, mais toujours dépendant des cookies et du suivi utilisateur, deux éléments devenus extrêmement fragiles depuis les évolutions privacy. Résultat, les modèles traditionnels sont aujourd'hui moins fiables, moins cohérents et surtout, ils ne permettent plus d'identifier avec certitude ce qui fonctionne vraiment. Et c'est là que l'attribution incrémentale entre en jeu. L'incrémentalité répond à une question que les autres modèles ne peuvent pas traiter correctement. Qu'est-ce qui se serait passé si la campagne n'avait pas existé? Pour le savoir, on compare un groupe exposé à la campagne et un groupe témoin qui ne la voit pas. La différence entre les deux, c'est l'impact réel, mesurable, démontré, ce que la campagne crée en plus de ce qui ne serait pas passé naturellement. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une corrélation, c'est une preuve causale. C'est exactement ce que Meta veut remettre au centre du débat, avec des décisions basées sur la réalité, des arbitrages guidés par l'impact réel et des budgets pilotés par ce qui génère un vrai plus. Alors pourquoi Meta pousse autant cette méthodologie? Parce qu'avec iOS 14, les signaux publicitaires sont devenus moins précis, les modèles d'attribution classiques se trompent davantage et les conversions perdues se multiplient. L'incrémentalité contourne tout ça. Elle ne dépend pas du tracking individuel, elle ne dépend pas de cookies, elle ne dépend pas non plus des restrictions des plateformes. Elle repose sur une logique éprouvée, comparer un groupe exposé à un groupe non exposé. La base de l'A/B testing. C'est plus robuste, plus honnête et surtout beaucoup plus utile pour piloter. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les marketeurs? À vrai dire, beaucoup de choses. On sort enfin du débat sans fin entre les plateformes qui s'attribuent chacune la même conversion. On arrête de surévaluer des campagnes qui n'ont en réalité presque aucun impact. On identifie les investissements qui génèrent un vrai plus business. On peut redistribuer ces budgets de manière plus rationnelle et plus transparente et on revient à une logique de marketing plus scientifique, plus rigoureux et surtout beaucoup plus crédible. En clair, l'attribution incrémentale pourrait devenir le nouveau standard de pilotage de la performance, pas seulement chez Meta, mais dans toutes les stratégies médias où chaque euro investi doit prouver son efficacité. On termine cet épisode avec le chiffre de la semaine. 9% des Français déclarent encore faire confiance aux premiers résultats qu'ils voient en ligne. 9%, c'est extrêmement faible et c'est un signal fort.
Cette donnée, issue d'une étude récente sur les habitudes de recherche en 2025, montre à quel point les comportements ont changé. Pendant longtemps, le premier résultat Google bénéficiait d'un effet d'autorité presque automatique. Aujourd'hui, cet effet s'effrite, voire disparaît. Pourquoi ? Parce que les internautes deviennent de plus en plus prudents, beaucoup plus critiques et surtout beaucoup plus conscients que les résultats peuvent être sponsorisés, influencés par des paramètres de personnalisation ou produits tout simplement par de l'intelligence artificielle. En clair, la confiance par défaut n'existe plus. Alors pour les marketeurs, ça veut dire une chose essentielle, c'est que la bataille ne se joue plus uniquement sur la position, elle se joue sur la crédibilité, la clarté du message, l'autorité perçue et surtout la capacité à inspirer confiance dès l'aperçu d'un contenu. C'est un changement profond des parcours utilisateurs parce que les internautes ne cliquent plus parce que c'est le premier résultat et ils cliquent parce que le résultat leur semble fiable. Et dans un monde où les moteurs deviennent de plus en plus hybrides, entre recherche, recommandation et réponse IA, cette notion de confiance pourrait devenir l'un des KPI les plus stratégiques des années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, si vous voulez soutenir le podcast, c'est vraiment simple, parlez-en autour de vous. Laissez une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un petit commentaire. C'est le meilleur moyen d'aider le podcast à grandir et je vous le dis franchement, c'est aussi ce qui nous motive chaque semaine à vous résumer toute l'actu du marketing digital dans un format court, digeste et sans bullshit. Si vous souhaitez réagir à l'un des sujets du jour ou poursuivre la discussion, retrouvez-moi sur LinkedIn, tapez Kevin Brun Marketing, vous me trouverez tout de suite. Et pour aller encore plus loin dans votre veille digitale, abonnez-vous à la newsletter Le Petit Digital. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.